Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Dominique Tristran. Je travaille à l'ONERA dans le département commande des systèmes et dynamique du vol, où je suis adjoint au directeur du département et en charge d'une unité de recherche basée à Salon-de-Provence qui s'intéresse à la mécanique du vol des hélicoptères, au système de vol hélicoptère et également aux problématiques de facteurs humains. Alors ma présentation va traiter la sécurité du vol, en particulier les technologies pour la sécurité du vol. Alors, elle résulte notamment de réflexions qui ont été conduites au sein de la 3AF, dans la commission technique hélicoptère de la 3AF. Alors, les objectifs, je dirais, du thème, du sujet, sont d'identifier les technologies qui sont susceptibles d'améliorer la sécurité du vol en se plaçant sur un horizon qui n'est pas trop court terme, mais qui irait jusqu'à un horizon de 2050, puisque certaines technologies pourraient être, je dirais, développées, certifiées et implémentées, nécessitent un certain temps, donc un certain horizon de temps. Alors les membres du groupe, c'est un groupe d'experts, d'experts qui comportent des pilotes expérimentés, et aussi des représentants de l'industrie, de Airbus Hélicoptère, Turboméca, il y en a d'ailleurs certains parmi nous dans la salle, de la DGAC, de l'ENAC et de l'ONERA. Alors l'objectif qui a été donné par la commission, c'était en partant de l'existant, en particulier de l'accidentologie, de la situation, et des travaux déjà existants sur le sujet, en particulier par le HEST, qui est un groupement européen qui traite de sécurité pour les hélicoptères, et d'essayer de formuler des recommandations. Il ne s'agit pas de faire des études détaillées de technologie, mais de formuler des recommandations sur les technologies à développer et ou à implémenter, de dégager priorité et donc de proposer des actions dans ce sens. Alors si on parle de l'existant, on peut déjà regarder les statistiques publiées, les statistiques officielles. Moi j'ai repris notamment celles qui sont publiées par la FAA. On voit ici à gauche, sur le graphe de gauche, entre l'année 2001 et 2012, l'évolution du nombre d'accidents hélicoptères aux États-Unis, sur la courbe noire, et en courbe rouge, vous avez l'évolution des accidents mortels. Alors on peut voir une certaine décroissance qui, à partir de 2008 à peu près, commence un peu à saturer. On se rend compte que, je dirais, les progrès ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils tendent à piétiner. Et c'est encore plus flagrant sur le diagramme de droite, où vous avez non pas le nombre d'accidents, mais cette fois le taux d'accident, c'est-à-dire rapporté au nombre d'heures de vol. C'est l'intérêt en particulier de ce genre de statistiques, c'est de donner en relatif par rapport au nombre d'heures de vol. Et on voit là également qu'il y a une certaine, je dirais, piétinement des progrès en termes de sécurité, et que les objectifs qui étaient affichés par l'IHST, qui est un groupement international sur la sécurité des hélicoptères, qui était d'atteindre en 2016 1,8 pour 100 000 heures de vol, nombre d'accidents, sera très difficile à atteindre, manifestement. Alors ceci est d'ailleurs confirmé, je dirais, cette difficulté est d'ailleurs confirmée au niveau mondial, puisqu'on voit un peu aussi ici les chiffres au niveau mondial, toujours en taux d'accident. Au niveau du monde, on a un taux en 2011 de 6,5. L'objectif était d'atteindre en 2016 1,9. On voit que le gap est énorme à réaliser. Et en Europe, on n'est pas très bien non plus, puisque si en 2011 on avait un taux d'accident affiché de 6, on doit atteindre 1,4 pour respecter les 80% d'amélioration telles qu'elles étaient affichées par l'IHST. Et donc ce sont des objectifs qui sont vraiment très difficilement atteignables. Alors si on descend un peu plus au niveau français, un peu plus en détail, alors effectivement on peut regarder les rapports du BEA, puisque les rapports du BEA, comme a été présenté tout à l'heure, sont disponibles en ligne. Et donc j'ai fait ici un histogramme des accidents à partir des rapports du BEA disponibles. Et on voit entre les années 2000 et 2013 le nombre d'accidents et le nombre de morts par accident. Et on voit bien qu'il n'y a pas de tendance perceptible à l'amélioration de la sécurité en France. Cela dit, le paysage, je dirais, de l'hélicoptère en France n'est pas forcément, je dirais, le paysage mondial, c'est-à-dire en termes d'opérateurs, en termes d'opérations, etc., en termes de type d'appareil également. Et donc, pour, je dirais, en conclure un certain nombre de choses en termes de sécurité, de technologie pour la sécurité, il y a besoin d'une analyse déjà un peu plus approfondie. Alors, cette analyse au niveau des rapports BEA
puisqu'ils ont l'intérêt de pouvoir être accessibles, qui sont disponibles en ligne. Donc entre 2000 et 2013, cela recouvre 136 accidents répertoriés. On peut voir ce qui est intéressant, c'est de regarder par domaine d'activité. Domaine d'activité, vous voyez l'aviation générale et le travail aérien, qui sont quand même les deux gros domaines qui sont les plus accidentogènes. Alors c'est en nombre d'accidents, malheureusement je n'ai pas à disposition le nombre d'heures de vol correspondant, donc c'est purement factuel, hein, en nombre d'accidents. On peut constater aussi qu'en instruction, c'est une chose qui me semblait assez... Ça m'a un peu étonné de voir qu'en instruction il y avait autant d'accidents. Le transport commercial, bon, il y a moins d'accidents, mais certainement qu'en termes de nombre d'opérations en France, le transport commercial est moins représentatif, peut-être, en quantité, en volume. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, ce sont les facteurs de cause, puisque ces facteurs de cause sont assez souvent décrits dans les rapports du BEA. Alors je les ai classés en deux catégories, hein, les facteurs humains, proprement humains, et puis des facteurs plutôt d'ordre technique, plutôt de maîtrise technique par le pilote de l'appareil ou de l'appareil dans son environnement. Alors ce sont les principaux facteurs, hein. Je n'ai pas mis toute la liste, mais vous voyez, vous avez problème d'inexpérience, de manque de maîtrise du pilotage, de respect des procédures, problème de vigilance, d'attention, beaucoup d'accidents aussi qui sont liés à une concentration du pilote par exemple sur un événement extérieur, quand ce qui fait du travail aérien en particulier, et puis qui conduit à ce manque d'attention à percuter un câble ou une ligne à tension ou la colline. Excès de confiance, pilote qui part en VFR, et puis la météo se dégrade, et puis il dit je vais quand même percer, je vais quand même y aller, je suis confiant, et c'est l'accident. Problème de décision, des prises de décision. Et puis domaine technique, vous avez le problème de limite de puissance, le pilote qui part en limite de puissance. Sa masse est juste à la masse limite, il ne tient pas forcément bien compte des conditions locales, du vent, de la pression, de la température. Alors un problème lié à la météorologie aussi, bien sûr, à la visibilité, au vent, prise en compte du vent. En autorotation, d'ailleurs souvent en autorotation, c'est dans des situations d'instruction, de maintenance, mal réalisées, conditions de surface, mauvais choix des conditions de posée de l'appareil, perte de contrôle enlacé, moteur ou vortex. Alors ce qui est intéressant, c'est peut-être, au-delà des statistiques, c'est d'aller regarder plus en détail au travers d'un exemple, tel que je vous le propose ici, qui est un exemple d'un accident réel qui s'est produit en 2004 sur un Bell 206, où vous avez un pilote qui est expérimenté, puisqu'il a plus de 10 000 heures de vol. D'ailleurs, c'était en plus un pilote qui s'entraînait régulièrement à l'autorotation, donc il était vraiment, je dirais, très aguerri. Alors, il a effectué un vol pour effectuer des photographies aériennes, donc ils étaient 2 personnes à bord, sur une zone qui est moyennement urbanisée, hein, Verlinghem, c'est une petite commune qui est à proximité de l'île, donc il y a un peu de champs, il y a un peu de terrain, mais il y a pas mal d'habitations un peu dispersées. Donc il y a une panne moteur qui survient à 1500 pieds, il met l'appareil en autorotation, donc il descend, hein. Donc il a une consigne majeure à respecter, c'est le régime rotor. Il ne faut pas que son régime rotor descende en dessous des 90%, sinon ça peut être la catastrophe complète. Donc il doit être attentif à maintenir son régime rotor à l'aide du collectif, mais il doit aussi, puisqu'il descend, rechercher très rapidement un point pour se poser. Donc il doit à la fois regarder son régime rotor et puis chercher un point pour le poser. Le problème, c'est que vous le voyez sur le trait rouge sur la photo à droite, il s'aperçoit tardivement qu'il arrive sur une ligne à haute tension. Donc, il veut éviter le virage. Il fait un virage serré en autorotation. Il a décroché, crash, destruction de l'appareil, décès des 2 occupants. Et pourtant, l'appareil avait survolé de nombreux terrains où il aurait pu poser son appareil en autorotation dans de bonnes conditions, puisqu'il maîtrisait l'autorotation. Donc on peut se poser la question, en réponse à ce genre de problème, d'accident réel, quelle technologie on peut apporter? Alors, il y en a une qui semble certainement très intéressante, c'est de l'aide au pilotage.
L'aide au pilotage pour le vol en autorotation en particulier. Alors ça peut être un système semi-automatique, automatique, ou une IHS adaptée qui lui permettent de gérer les paramètres critiques du vol, le NR, hein, le régime rotor ou la vitesse. Ceci lui permettrait, moyennant une IHS adaptée, je dirais, de garder les yeux dehors pour pouvoir trouver le point où il va poser l'appareil. Mais il y a aussi une autre aide qu'on aurait pu lui apporter, c'est une aide à la décision, c'est-à-dire lui proposer des points de posée et la trajectoire à atteindre pour ces points de posée. C'est tout à fait réalisable, moyennant une base numérique de terrain, puisqu'on connaît le terrain. Connaissant je dirais les performances de l'appareil, on peut proposer des points qui sont atteignables, compte tenu des conditions de vol, et qui permettraient à lui de prendre la décision très rapidement pour poser l'appareil. Et puis, bien sûr, également un autre moyen qui serait efficace, c'est la détection d'obstacles. S'il y avait bien sûr un système capable de détecter des câbles à distance, ça lui aurait également évité l'accident. Donc ces moyens-là contribuent à réduire la charge de travail du pilote, lui améliore sa conscience de la situation, en même temps réduit son risque, son stress. Hein, le stress du pilote va en décroître, et donc une sécurité, par contre, qui sera accrue. Alors, au sein de la commission technique hélicoptère, on s'est donc intéressé à identifier des technologies en partant de bases de données accidents, base de données du BEA, base de données de l'EHSAT, c'était une base de données européenne, en fait, d'analyse. C'est un groupe qui analyse les accidents sur la base Ekers, une base qui est voisine de la base Ekers, voilà, pour identifier des besoins fonctionnels, c'est-à-dire voir quelles sont les fonctions qui auraient permis d'améliorer ces situations d'accident. On en a listé 34 fonctions ou technologies qui sont candidates, et on évalue ces technologies au regard d'un certain nombre de critères pour en évaluer l'intérêt opérationnel, selon le type d'opération, selon la pertinence que peuvent avoir ces technologies en termes d'impact sur la sécurité, en termes de niveau de maturité, puisque ces technologies, certaines d'entre elles peuvent être matures, d'autres nécessiter des développements importants. Également, l'impact que peuvent avoir ces technologies sur la certification, c'est-à-dire une nouvelle technologie, pour la porter à la certification, peut y avoir un effort plus ou moins important et plus ou moins long à faire pour pouvoir l'atteindre. Et enfin, le coût, bien sûr, la dimension économique qui ne peut pas être éludée. Donc, de cet ensemble d'éléments, nous en dégagerons donc une synthèse et des recommandations générales, ainsi que identifier les caractéristiques des fonctions et des technologies qui nous semblent les plus pertinentes et prioritaires, et également, bien sûr, les besoins en R&D sous-jacents nécessaires pour pouvoir réaliser ces fonctions. 5 minutes, d'accord, merci. Alors, je ne veux pas vous lister toutes les fonctions, j'en liste ici quelques-unes très rapidement. D'ailleurs, bon, je les ai séparées en 2 paquets. Au-dessus, ce sont des technologies qui sont a priori matures, ou quasi matures, peut-être nécessitent quelques adaptations, mais qui pourraient être, je dirais, implémentées à relativement court terme. En particulier, l'alarme sonore bas régime, sur tout type d'appareil, parce que le régime rotor, c'est quelque chose de crucial pour la sécurité. Donc, ça existe déjà, hein, mais il serait bon peut-être de les implanter sur tous les appareils. L'indicateur en vol de la puissance courante et des limites de puissance, puisqu'on l'a vu, il y a souvent des accidents qui sont liés à des problèmes de limites de puissance. Ce sont aussi un élément important. Le HTOS, c'est-à-dire la détection du sol, enfin de la proximité de terrain. L'enregistreur de données en vol pour, en particulier, faire de l'analyse et faire ensuite de la prévention par rapport à ça. Puis HEMS, c'est toutes les techniques, je dirais, d'enregistrement de données en vue de la sécurité et de la maintenance de l'appareil. Et puis des technologies qui nécessitent encore des développements,
même si certaines d'entre elles, de ces technologies, sont déjà, je dirais, à des niveaux de maturité qui ne sont pas très très bas, mais qui méritent encore certains développements. Outil de préparation de mission, donc qui peut éviter justement des problèmes au décollage, en particulier à l'atterrissage d'appareils, par exemple pour des problèmes de limite de puissance. Système de protection de l'enveloppe de vol vis-à-vis du vortex, de la perte de contrôle en lacet ou de limites en couple ou en NR. Et on peut penser que parmi les... Ça, c'est une fonction, hein, avoir un système de protection. On peut avoir différents types de technologies qui peuvent être implémentées. Et l'une qui nous semble intéressante, c'est celle de la commande active à retour d'effort. C'est une commande active à retour d'effort qui donne de façon intuitive l'approche des limites du domaine. Et en plus, elle évite au pilote de regarder sur un écran et donc lui permet d'avoir toujours les yeux dehors. Donc c'est une technologie, bien sûr, qui ne pourra peut-être pas s'adapter à tous les types d'appareils, mais qui est quand même très, très intéressante. En tout cas, la fonction système de protection de l'enveloppe de vol est certainement une fonction très importante à implémenter. L'aide au pilotage en autorotation, on en a parlé, détection d'obstacles aussi, alerte de proximité, rotor et queue, parce que dans les accidents, on voit aussi beaucoup de cas d'accidents à atterrissage ou au décollage, où le pilote vient percuter son rotor ou sa queue sur un bâtiment, etc. Alors, j'ai deux planches. Peut-être une réflexion sur le rôle de la technologie sur la sécurité du vol. La technologie, bon, certainement, apporte des effets très bénéfiques. Je pense que ça améliore la conscience situation du pilote. C'est le but de la technologie. Apporter des informations pertinentes. Ça allège la charge de travail. Ça peut renforcer aussi la formation du pilote. Et dirons que la technologie peut aller vers ce qu'on appelle le cockpit intelligent, c'est-à-dire un cockpit qui peut avoir une interaction intelligente et forte avec le pilote. Mais, cela dit, une attention est certainement à porter aussi sur le fait que ces technologies doivent avoir des IHS, c'est-à-dire des interactions homme-système qui soient adaptées, c'est-à-dire que les informations, en particulier, bon, le pilote ne soit pas saturé d'informations, d'une part. D'autre part, que les informations qu'on lui fournit en situation sont bien propres à la situation et adaptées à la situation, et que le mode d'interaction de ces informations ne pose pas elle-même un certain problème. Si par exemple, pour une information, il doit regarder sur un écran et quitter les yeux de l'environnement extérieur, ça peut être un problème. Donc le mode d'interaction aussi, lui, est un problème particulier. La surconfiance, parce que plus on développe de technologie, il ne faut pas que la technologie induise une surconfiance au niveau du pilote, qui pense que c'est ce que les anglo-saxons appellent le snow tire syndrome, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a des pneus neige qu'on peut aller faire ce qu'on veut sur la neige. Et puis l'acceptabilité, bien entendu, il faut que ceci soit acceptable aussi bien pour le pilote que pour l'opérateur. En conclusion, on est parti de l'accidentologie, c'est-à-dire vraiment des situations analysées où il y a des problèmes particuliers relevés pour dégager des besoins et à partir de ces besoins, identifier des fonctions qui peuvent elles-mêmes donner à des technologies. Ces technologies visent à fournir de l'aide à la sécurité et à la gestion du vol. On a identifié 34 fonctions, dont à peu près la moitié vont être considérées comme prioritaires, parce que 34, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, bien entendu, chacune d'entre elles a un certain nombre de contraintes et de caractéristiques qu'il faut considérer, en particulier en termes économiques. L'impact sur la réglementation, sur la maintenance, c'est les besoins en formation suscités, sur l'organisation, en particulier dans un SMS chez un opérateur. Ces technologies vont aussi induire, pour certaines d'entre elles, des besoins spécifiques en R&D sur lesquels il faut que l'État mette l'effort, l'État et les industriels mettent l'effort. Il est clair qu'on ne peut pas parler de technologie sans parler de facteur humain. Parce qu'une technologie, elle est utilisée par un humain, quelque part, et donc le facteur humain joue un rôle essentiel. D'ailleurs, comme ça a été dit précédemment, un accident, c'est en général la superposition de plusieurs facteurs de cause, et dont le facteur humain apparaît de façon très récurrente. Alors, il y en peut y avoir plusieurs.
On peut penser aussi, compte tenu de l'évolution de plus en plus importante de la technologie, d'avoir des formations qui soient au fil de la carrière du pilote. C'est-à-dire qu'en fait, la conscience du risque, c'est quelque chose certainement qui doit être développé de plus en plus, parce que la surconfiance, elle apparaît aussi avec la routine. En plus de cela, les technologies évoluent. Donc avoir des formations au fil de la carrière du pilote pour avoir une culture de la sécurité et une culture du risque, de la conscience du risque, c'est certainement un élément aussi qui, d'ailleurs, les Américains sont aussi sur cette ligne-là, d'avoir des formations qui sont plus dans la continuité. Et dernier point, et j'en ai terminé, Étienne, à noter quand même l'apparition de nouveaux risques. Notamment, il peut y avoir des risques qui sont liés à l'automatisation elle-même, parce que l'automatisation peut être le problème de risque si l'IHS n'est pas bien adapté. Et enfin, les drones, parce qu'aujourd'hui, dans les bases d'accidents, on ne voit pas les drones. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années vis-à-vis des drones? Les drones évoluent à des bases d'altitude, comme les hélicoptères. On a déjà noté un certain nombre d'incidents, mais ce ne sont pas des accidents, des incidents, pilote d'hélicoptère qui rencontre un drone. Qu'est-ce qui va se passer quand le drone va aller se balader dans le rotor? Donc, il est certain que le drone peut être aussi un facteur de risque qu'on ne connaît pas encore bien aujourd'hui, mais qui peut apparaître dans les années futures. Voilà, je vous remercie. Je crois que j'ai terminé.